Georges Mouton, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Insomnie hors de mon lit pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui. Mais moi, je suis ravi. Ah, merci d'avoir pensé à faire cette discussion assez relax, que vous voyez. Je suis en train de promener mes animaux. Complètement. Donc là, pour mes auditrices, auditeurs, je précise que nous sommes en balade. Donc là, je profite à travers l'écran du beau soleil qu'il y a chez vous. Ah Et oui, on est en là, balade avec Goliath et avec les chats aussi. voilà Goliath en tout cas. Voilà. Et alors, ça, c'est le chien Goliath. Et c'est du soleil après 3 jours de pluie ininterrompue, euh, infernale. Mais 3 jours de pluie. Alors, c'est pour ça que je dois dire que faire cette discussion Zoom à un bureau alors qu'il fait un temps magnifique et que j'ai travaillé non-stop jusque maintenant, je dois dire que c'est un peu triste. Alors là, vous avez le deuxième animal de compagnie qui fait la promenade, c'est mon chat Oxo, vous voyez, et il va se Complètement. joindre à nous. Voilà, j'avais la présentation faite. Il y a Et encore un puis, autre chat qui est là derrière, mais je vous montrerai si elle se pointe, c'est la petite turtle. Voilà, donc la Et puis mise de en toute place est façon, faite. vous êtes familier avec les enregistrements, les vidéos et les balades pendant que vous parlez médecine notamment. Donc voilà, comme ça on Oui, partage un petit peu de votre quotidien. voilà, on est dans mon style habituel qui n'est pas le vôtre, mais voilà, c'est gentil de votre part de vous adapter. C'est avec plaisir. Alors, Georges Mouton, vous êtes médecin. Mais comme je le disais juste avant avec vous, là, hors enregistrement, vous n'êtes pas un médecin comme les autres, en tout cas, vous revendiquez de médecine fonctionnelle. Moi, j'aimerais bien qu'avant de rentrer dans le vif du sujet et parler du sommeil, vous puissiez nous en dire deux mots de cette médecine fonctionnelle, en quoi ça diffère de la médecine dite classique, traditionnelle, et puis à partir de quel moment vous vous êtes dit, bah, finalement, la médecine traditionnelle, c'est peut-être plus mon chemin et je vais basculer vers quelque chose de nouveau et puis finalement populariser ce terme aussi en francophonie. Très bien. Ben, écoutez, la bascule s'est faite très tôt et il y a donc très longtemps, parce que malheureusement, j'ai 37 ans de carrière et il a fallu 2 ans pour me rendre compte que malgré certains succès, j'ai d'ailleurs eu des succès thérapeutiques allopathiques purs et durs en début de carrière. Probablement un peu de chance et c'était spectaculaire, c'était enthousiasmant un court moment et puis alors vient le moment où effectivement les problèmes commencent parce que vous avez des plaintes répétitives de la part de patients, donc des infections à répétition, des gosses qui ont des angines qu'on soigne avec antibiotiques et puis l'angine revient, etc., etc. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas donner des antibiotiques à un gamin de 8 ans tous les mois pendant X temps. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et en fait, j'ai commencé, moi, à m'intéresser aux patients, à faire une exploration biologique, et notamment quand il y a des infections à répétition, à me dire, bon, ben, est-ce qu'il n'y a pas un déficit immunitaire qu'on pourrait améliorer. Et en effet, par exemple, un enfant comme ça en croissance, il y a un manque de fer, ben, si un gosse de 8 ans n'en a pas assez de fer, et déficitaire en fer, ben, il va s'infecter tout le temps. Donc on lui donne du fer et puis il ne s'infecte plus. Et pareil, évidemment, avec d'autres choses comme la vitamine D, etc. Donc voilà, j'ai changé, mais ça ne s'appelait pas à l'époque médecine fonctionnelle. C'est un terme, moi je vous parle ici de la fin des années 1980. Et le terme médecine fonctionnelle a commencé à se populariser aux États-Unis dans le courant des années 90, sous l'impulsion d'un non-médecin, d'un PhD, d'un scientifique spécialisé en nutrition, etc., qui s'appelle Jeffrey Bland. Et alors, j'ai commencé à reprendre ce terme parce que j'aimais bien médecine fonctionnelle. Alors, c'est un clin d'œil parce que là, quand j'ai fait mon internat, enfin toutes mes études de médecine qui ont duré 7 ans,
On appelait les patients fonctionnels, c'était un terme élégant entre nous pour dire que c'était des dingues. Ils avaient un problème psy. Enfin, dingue, c'est exagéré, mais que c'était de la foutaise, que c'était tout dans leur tête et nulle part ailleurs. Quand je tourne, c'est parce que mon chien m'entortille dans la laisse. Et donc, c'était un clin d'œil. Mais le terme existait. C'est une médecine qui a été très bien développée aux États-Unis, donc ça m'a beaucoup inspiré. Et puis alors, au fil des années, j'ai fait ma propre évolution. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que je peux dire que je pratique une médecine fonctionnelle, très personnelle, un peu différente, mais qui fait des émules, hein, et comme vous dites, qui se popularise, et j'essaye d'apporter ma contribution. Et c'est cette chaîne de vidéos YouTube qui a quand même un succès grandissant, qui y contribue. Voilà. Et puis vous, vous apporterez votre pierre à l'édifice. Donc la médecine fonctionnelle est une médecine qui s'intéresse aux causes et pas aux symptômes, qui en fait sont plutôt des conséquences. Voilà, en une phrase. Et donc il faut une recherche. Et les solutions sont tout à fait personnalisées, personnelles, parce qu'évidemment, chaque cas est différent. Hein, et cette obsession de vouloir approcher un patient avec un symptôme, un diagnostic qu'on met sur ce symptôme et un médicament chimique pour se débarrasser du symptôme. Bon, ça peut fonctionner sur des choses simples, occasionnelles, on soulage, je vois pas de mal à ça. Mais dans tout ce qui est chronique, répétitif, invalidant et où les médicaments ne soulagent pas, bah, évidemment, il faut absolument autre chose. Donc, c'est une médecine différente, il faut bien dire ce qui est, hein, et je revendique cette différence. Complètement. D'ailleurs, c'est ce que j'aime bien aussi dans votre discours, c'est que vous êtes assez clivant, et puis vous aimez bien les débats, et puis souvent, voilà, vous avez un discours qui peut, alors je n'irai pas jusqu'à dire à contre-courant, mais en tout cas qui n'est pas celui qu'on entend partout. Et dans un sens, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié depuis le début, depuis que j'ai découvert votre travail, parce que jusqu'à maintenant, moi, j'étais plutôt fâchée d'une certaine façon, je pourrais le dire autrement, mais je crois que c'était un peu le terme, avec la médecine allopathique traditionnelle, parce que je m'y retrouvais pas et que finalement ça n'apportait, en tout cas sur les 30 premières années de ma vie, ça n'a jamais apporté les solutions que j'aurais pu espérer. Et là, moi, j'ai l'impression que ça fait le pont, en fait, voilà, avec quelque chose de beaucoup plus holistique. Et c'est en ça que je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast, parce que le terme holistique holistique est approprié. Hein, j'utilise souvent parce qu'effectivement, c'est une approche globale. Et je reviens à ce que je disais, un symptôme. Vous voyez, bon, en général, les problèmes chroniques, complexes, rebelles, et bon, ça va peut-être nous faire une bonne transition vers votre sujet qui est le sommeil, sont multifactoriels. Vous voyez. Et donc, dans les cas simples, on peut imaginer, et si ça vous dérange pas, je prends directement des exemples liés au sommeil, on peut imaginer quelqu'un a vraiment un sommeil horrible, et puis soit on fait un dosage, parce que je l'ai fait, notamment sous les UN de 24 heures, sous forme de sulfatoxymélatonine, qui est le métabolite de la mélatonine, soit par essai et erreur. Bon, quelqu'un dort mal, on lui donne une dose correcte, dose raisonnable de mélatonine, et le problème est réglé. Bon, voilà, très bien. Bon, vous savez, ces gens-là, ils regardent même les pubs, hein, qui de plus en plus existent de nos jours pour des compléments alimentaires dans tout un tas de domaines. Les gens peuvent faire des essais et ils se soignent eux-mêmes, et ni vous ni moi n'en entendront parler. Bon, mais ce que je suppose ceux qui suivent vos vidéos ou vos podcasts plutôt cherchent des solutions pour des problèmes de sommeil complexes. Eh bien, ces problèmes sont multifactoriels. Je peux vous le dire, ils sont multifactoriels. Complètement. Et donc, c'est ça le côté holistique. On regarde les différents facteurs et ne pas crier victoire trop vite quand on en a un qui est
qui est identifié, on se dit Eureka, et puis bon, ça va un peu mieux, puis finalement on est déçu parce que la personne recommence à avoir des problèmes de sommeil, et donc ça veut dire qu'on n'a pas fait le tour des causes. Oui, complètement. Et puis en plus, on peut passer à côté de choses très importantes et très intéressantes, puisque parfois on vient, par exemple, apporter, comme vous disiez, là, de la mélatonine, on vient apporter quelque chose d'autre. Mais comme c'est pas suffisant, la personne va laisser de côté cette béquille-là ou cette aide-là, ou alors cette technique-là. Je pense, je sais pas, à la sophrologie ou autre. Mais comme les outils ne sont pas utilisés en synergie les uns avec les autres, mais plutôt les uns après les autres, la Oui. personne a l'impression que Ah oui. rien ne lui convient et finalement elle désespère. Et Oui, moi, alors qu'elle a peut-être tenté tout ce qui lui convenait, mais pas en même temps. Exactement, tout à Oui, fait. oui. Et c'est pour ça c'est ça que j'appelle multifactoriel. Complètement. Quand c'est multifactoriel, si on s'occupe d'un facteur à la fois, ben, on n'est pas dans la solution de problème multifactoriel. Et il y a ça aussi avec les diètes, si vous voulez. Des gens qui ont un système digestif absolument infâme. Et je viens encore d'avoir une nouvelle patiente juste avant de commencer ceci, vraiment 2 minutes, fini 2 minutes avant que nous commencions notre discussion. Les gens essayent sans gluten. Bon, ça va pas beaucoup mieux. Et puis alors, ils essayent sans lactose. Bon, ça va pas beaucoup mieux non plus. Et puis, ils diminuent les sucres. Bon, ça marche pas. Mais s'ils avaient peut-être fait les trois en même temps, ils auraient peut-être eu une solution. Vous comprenez? Alors, bon, la limite de ça, c'est que si vous n'avez pas quelqu'un qui a une expertise spécifique pour vous guider, c'est quand même décourageant. On ne peut pas non plus arrêter de manger tout ce qui pourrait poser problème, parce qu'alors ce n'est pas tenable. Et puis finalement, on ne sait pas ce qui a marché, ce qui n'a pas vraiment aidé. À un moment donné, bon voilà, il faut de l'expertise, il faut un peu de budget, il faut un peu investir et il faut explorer les différentes pistes. Alors moi, vous aurez remarqué que j'ai une approche très biologique, ce qui n'est qu'une partie de ce que vous faites, mais je pense une partie importante parce que les aspects biologiques, les dérèglements biologiques peuvent contribuer à de nombreux facteurs qui expliquent l'insomnie. Mais évidemment, ça ne se limite pas à ça. Donc, vous faites ce que je fais, plus d'autres choses. Et donc, c'est intéressant, même pour mes patients qui sont pas nécessairement totalement satisfaits de ce que je leur propose. Et alors, vous avez mentionné la sophrologie et la psychologie, et vous avez des tas de cordes à votre arc. Et justement, je vous propose qu'on puisse en parler un petit peu là de biologie et que vous puissiez nous éclairer sur ce que vous faites lorsque vous avez par exemple une personne qui vient vous voir, ça fait 20 ans qu'elle traîne une insomnie derrière elle. Finalement, par quoi vous commencez Qu'est-ce qui, au niveau biologique, va pouvoir ensuite attirer votre attention et puis donner des choses concrètes? Très bien, ben, ça c'est donc une question très pratique et je crois que c'est parfait pour enchaîner. Je vous ai mentionné un test qui est probablement le premier à faire, qui est qui est l'évaluation de la mélatonine. Soit je le fais, et c'est facile pour moi parce que je demande toujours à mes patients de faire une collecte des urines de 24 heures, ce qui est le support idéal pour doser les métabolites de la mélatonine qu'on appelle la 6-sulfatoxymélatonine, 6-SLMT. Tous les labos ne font pas, mais les labos de médecine fonctionnelle le font, le dosent évidemment. Et alors, cette analyse urinaire peut être remplacée éventuellement, et ça a son intérêt aussi, par des tests salivaires qui apportent un plus, pas nécessairement indispensable, mais quand même intéressant, parce que les labos en général proposent des tests salivaires étagés à différentes heures de la fin de journée et de la nuit. Bon, alors, c'est ça que ça me gêne un peu, s'il faut se réveiller pour aller cracher un peu de salive dans un tube à essai. Mais on a une courbe de la mélatonine qui peut être faite au niveau salivaire, qui peut être obtenue par des prélèvements salivaires. Donc voilà, un reflet de la mélatonine.
Et donc, en parallèle de ça, c'est nécessaire de faire la même chose, mais au niveau du cortisol, puisque je sais que ça se fait Alors, pour le coup en oui, journée. parce que, voilà, ça c'est une parfaite transition. Le cortisol devrait avoir idéalement la courbe exactement inverse de la mélatonine. Et alors, ce que je dis toujours à mes patients, et je suis certain que vous dites aussi, c'est que pour dormir, s'endormir en tout cas, dormir par la suite, parce que c'est pas tout s'endormir, il faut que la mélatonine décroche, idéalement, vers 9 heures du soir, 10 heures du soir. On voit la mélatonine qui commence à pointer le bout de son nez, qui la courbe grimpe. Et au même moment, ça croise une courbe de cortisol qui est descendante. Et c'est les deux qui induisent le sommeil. Si le cortisol ne descend pas pendant que la mélatonine augmente, même si la mélatonine est présente, on peut avoir une difficulté d'endormissement, voire une insomnie. Donc, effectivement, c'est bien de doser le cortisol. Bon, alors je ne le fais pas nécessairement. Ça peut étonner. Moi, ce que je fais systématiquement, chez ces patients insomniaques, mais chez tous mes patients, parce que c'est trop important, c'est un dosage des marqueurs de la fonction surrénalienne, puisque le cortisol est l'hormone de stress produite par les glandes surrénales. Et donc, il me faut, moi, des patients qui ont une bonne fonction surrénalienne. Je vais souffler un peu parce qu'on dirait cette côte, table, conviendrait bien au Tour de France, moins à moi. Et alors, j'ai ma maison juste derrière. D'accord, on fait le tour. On fait le tour du quartier. Enfin, le tour du champ plutôt. Je m'éloigne pas trop parce que je veux rester sous le signal puissant du village et j'ai peur que si je vais là en bas dans les bois, là, on va perdre du signal. Donc, moi, ce que je fais, c'est de toute façon évaluer la fonction surrénalienne. Dites-vous bien que si la fonction surrénalienne est insuffisante, c'est très fréquent, il y a quelque chose qui se passe qu'on peut deviner sans nécessairement l'objectiver avec les dosages étagés à des heures bien définies du cortisol salivaire, c'est que si les surrénales sont très basses, figurez-vous, c'est logique, mais peu de gens y pensent, le cortisol ne sait pas descendre s'il est déjà bas. Si le cortisol l'après-midi est à 0, comment est-ce qu'il va descendre pour favoriser le sommeil? Et c'est ça le problème. Je cache un peu parce qu'il y a du vent. Et donc, voilà, il faut une bonne fonction surrénalienne. Et alors, quand elle est en panne, ce qui se passe typiquement, c'est que il y a un effet paradoxal, un rebond paradoxal, et on voit le cortisol, quand on fait ces dosages salivaires, on voit le cortisol qui grimpe, soit en fin de soirée, soit même pendant la nuit. Bon, là, c'est insomnie garantie, puisque on est en train de stresser, de faire les hormones de stress au milieu de la nuit, insomnie. Vous voyez, donc c'est assez contre-intuitif finalement, puisqu'on se dit si les surrénales sont à plat, il ne devrait pas y avoir trop de production de cortisol, et en fin de compte, si. Il n'y en a pas trop, c'est le réglage qui est... Ouais. Le timing, c'est ça que vous avez dit? Souvent, le réglage horaire, il y a souvent un pic matinal au réveil, ou à l'heure où en tout cas on sort du lit, hein. Et puis ça s'effondre. On a particulièrement des problèmes en après-midi où les gens sont épuisés. Et puis il peut y avoir un effet rebond le soir. Les anglo-saxons appellent ça second wind. Et ça peut s'objectiver sur les dosages salivaires avec une production de cortisol après 9 heures du soir et même 11 heures du soir. Alors, bon, je ne sais pas si ça va vous intéresser. Moi, je trouve que c'est interpellant. Je ne pratique pas la médecine ayurvédique du tout. Hein. J'ai une vague connaissance généraliste, mais je ne vais pas me lancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais ils ont des cycles
Hein, ils croient en des cycles et ils disent qu'il y a un cycle d'activité qui démarre à 11 heures du soir, à 23 heures. Ben, ça, j'ai pu vérifier, que ce soit sur moi ou sur pas mal de patients. Quand on a le coup de pompe à 10h30, il faut vraiment aller dormir et on dort, eh bien. Et si on laisse passer ça, parce qu'on veut terminer quelque chose, ou on est devant un écran, ou on est en train de traîner, etc., eh ben, 23 heures, hop, on se réveille. On est de nouveau bien éveillé. Alors là, vous avez loupé le coche, et ce réveil de fin de soirée, de début de nuit, c'est très, très surrénalien. Donc ça épuise les surrénales. Donc il faut éviter ça parce qu'on aggrave le problème. Et vous voyez, c'est de l'Ayurveda. Bon, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui est capable. Goliath, tu sais quoi, on va pas aller là parce qu'il va y avoir trop de vent, ça va faire du bruit. Allez, viens. On va aller retrouver Oxo là en bas. Il faut respecter quand même le principe de l'interview tout en promenant, mais c'est d'abord l'interview et pas la promenade. Viens, viens, viens. Ouf, ça lui va pas. Hein. Ouf. Demi-tour. Ah oui. Ah non, il freine. Ah oui, non, effectivement, là, il est pas content du tout. Regardez ça. Allez, viens, viens, parce que là, il y a trop de vent. Tu vas voir, ça va pas donner. Puis je vois Oxo là en bas. Alors, tout en bas, mais vous le verrez pas. Hein, tout en bas, il y a une petite tache blanc et noire. C'était Oxo qui se dit, ils vont peut-être revenir. Je les attends, parce que ça, c'est la limite de son territoire. Vous voyez, il ne va pas au-delà, parce que son territoire s'arrête là. C'est déjà pas mal par rapport à la maison. Les chats sont des animaux territoriaux. Oui, il a un bon territoire, surtout les bois qu'il y a là en face. Vous voyez, les bois qui sont là en dessous, ça, ce sont ces bois. Oui, voilà. Là, c'est les bois Oxo, ça. Il connaît chaque trou de souris. S'il reste des souris, parce qu'à mon avis, il ne doit plus en rester beaucoup. Bon, donc, ce savoir ayurvédique qui date de millénaires est interpellant, et ça, c'est exactement, je crois, le reflet de ce que je vous explique avec ce phénomène du rebond du cortisol en soirée. Mais, in fine, ce qu'il faut quand même viser, et moi, je fais des traitements de soutien surrénalien largement assez systématiquement, non, mais très fréquemment basés sur le remplissage des pro-hormones surrénaliennes, nommément la prégnénolone et la DHEA, déhydroépiandrostérone, mais on a tendance à dire DHEA parce que c'est quand même un peu long. Prégnénolone, bon là, on peut dire PGNL, mais bon, les gens disent prégnénolone, c'est un peu plus facile. Ce sont des choses que je dose dans le sang, le matin à jeun. Et en plus, j'ai pour habitude de surveiller ça aussi dans les urines de 24 heures, qui pour les glandes surrénales ont un grand intérêt, c'est qu'il n'y a pas ces fluctuations très fortes. Hein. En fait, quand vous avez un dosage sur urine de 24 heures, on peut dire que ça reflète l'intégrale de la courbe circadienne avec le pic matinal et puis la décroissance, voire éventuellement un petit rebond nocturne. Mais soyons clairs, ce rebond nocturne, il est relatif. Ça reste des doses faibles de cortisol, mais c'est la tendance qui est mauvaise. Le fait que le cortisol remonte en deuxième partie de soirée, ça, c'est très dommageable. D'abord, c'est pas là qu'il faudrait mettre notre cortisol, hein. On le gaspille alors qu'on n'en a pas eu pendant l'entièreté de sa journée. On a traîné son spleen et son épuisement tout l'après-midi. C'est pas pour avoir un pic de forme à 9 heures du soir quand on doit commencer à envisager de se préparer pour le dodo. Vous voyez, quand on n'a pas des professions, évidemment, qui imposent des horaires particuliers, mais en général. Et donc, ça, c'est très dommageable, mais toute cette approche de l'étude des surrénales, donc y compris ces dosages sur urine de 24 heures qui représentent l'intégrale des productions hormonales surrénaliennes, y compris évidemment le cortisol, hein, parce que quand vous dosez les métabolites urinaires du cortisol, vous avez cette intégrale. Eh bien, et qu'on s'aperçoit que les surrénales sont
sont faibles, voire vraiment insuffisantes. C'est ça qu'il faut corriger, parce que si ça est très bas, vous aurez nécessairement des problèmes de sommeil, nécessairement peut-être pas, mais vous aurez typiquement un facteur très gênant pour aider les gens à dormir. Et c'est connu parce que ce que les gens savent bien, c'est que le stress nuit au bon sommeil. Bon, voilà, quelque part, on retombe sur ces pas. Donc, chez ces patients chez qui on restaure progressivement la fonction surrénalienne, et ça demande du temps, puis il y a tout un tas de choses à faire. Il y a un tas de trucs que vous conseillez qui vont dans ce sens-là. Je suis certain que parfois vous recommandez des choses pour que les gens dorment mieux, mais en réalité, ça bénéficie à leur fonction surrénalienne. C'est ça, voyez, exactement. Comme, oui, tout à fait. C'est comme celui qui faisait de la prose sans le savoir, parce qu'il écrivait son journal quotidien. C'est qui encore qui disait ça? Je ne sais plus maintenant. C'est connu pour ça. Bon, peu importe. Donc, voilà, vous faites du soutien surrénalien par toutes ces mesures d'accompagnement. Donc, c'est vraiment fondamental. Et donc, on a parlé de la mélatonine, on a parlé des surrénales, pas que le cortisol, parce qu'il y a tout le cortisol est quand même le dérivé de la prégnénolone dont je vous parlais, qui pour moi est essentiel dans tout ça, c'est le précurseur du cortisol. Vous ne savez pas fabriquer du cortisol sans prégnénolone. La prégnénolone, c'est un cholestérol sophistiqué. C'est ce que j'ai découvert justement à travers vos vidéos. J'avais pas connaissance de ça. Et j'ai découvert ça et effectivement, je trouve que c'est intéressant de repartir à chaque fois à la base et puis d'avoir cette explication complexe. Et une question que je me pose là en vous écoutant, c'est que si on travaille sur la prégnénolone et sur la DHEA, là, ça suffit pour ensuite vraiment que les glandes surrénales puissent repartir. Ou alors, il faut... C'est puissant, mais dire que ça suffit, bon, il faut faire aussi tout ce qui est intuitivement permet d'épargner ces fonctions surrénaliennes, ou alors on va devoir les soutenir perpétuellement, ce qui parfois est nécessaire. Alors regardez, voilà, donc le cortisol est certainement très stable et lumineux. Il nous attendait, vous voyez. Voilà, là c'est la limite. Et alors juste derrière lui, il y a ma maison, là dans les 2 tons de rose. Et donc voilà, c'est à la tracé au cordeau. Oxo. Je confirme pour ceux qui nous écoutent que la vue est top. J'aimerais bien être en balade là aussi dans les champs. C'est super agréable et du coup le fait de prendre la lumière extérieure et le fait d'être en balade, c'est aussi très bon pour le sommeil. Ah oui. Oui, 3 jours de pluie, ça c'est pour le sommeil, c'est pas top. Oui, les grands classiques de la mélatonine évidemment, c'est que pas de lumière bleue le soir, la lumière rouge accompagne le lever du soleil, le coucher du soleil, donc c'est la bienfaitrice du sommeil, et la lumière bleue qui est encore pour le moment à son zénith ici en milieu d'après-midi par ce beau temps exceptionnel, à vrai dire, est tout à fait néfaste. Et donc les écrans, moi, tous mes patients, j'insiste toujours, il faut mettre des filtres rouges sur les écrans, et tous les ordinateurs maintenant, voilà, ce téléphone que j'utilise aujourd'hui est équipé d'un filtre rouge, et donc en soirée, progressivement, il y a une tonalité rougeâtre qui s'installe et qui contrebalance les couleurs bleues. Et vous pensez que ça suffit? J'étais plutôt mitigée jusqu'à maintenant par rapport vraiment à l'efficacité de ces filtres-là, même par rapport aux lunettes, pardon. Non, écoutez, dire aux gens, vous pouvez plus travailler sur un écran après 9 heures du soir, c'est bien beau, mais moi, par exemple, ça ne tient pas la route, parce que je suis mes courriels quasiment en temps réel. Puis alors, il y en a qui n'ont pas été répondus, qu'il faut finaliser le soir, etc. Ça veut dire que je ne peux pas aller sur un écran le soir. C'est incompatible avec mon activité professionnelle, voire parfois
de loisirs, mais surtout professionnels. Donc, ben là, il faut mettre des écrans rouges. Bon, maintenant, il est un fait que la préparation au sommeil, c'est pas de passer sa soirée sur des écrans, c'est plutôt de lire un bouquin, de discuter, mais pas de Covid ni des élections, mais de discuter de choses, disons, apaisantes ou positives. Ce que j'ai cité avant n'étant pas spécialement positif, si on peut être positif au Covid, ça c'est un fait. Mais donc voilà, c'est traditionnel. Au coin du feu ou devant une tisane, vous voyez, bon, c'est mieux, mais la vie moderne est ce qu'elle est, donc il y a des écrans, ben, si écran il y a, il faut au moins qu'ils soient filtrés. Bon, voilà ce que je dis moi. Mais c'est un fait que dans mon cas précis, si je vois un film qui peut être même passionnant, mais qui est peut-être très interpellant, violent, émouvant, en soirée, c'est quand même un dommage au niveau de ma nuit. Hein, ça, je m'apprêtais à vous poser une question au niveau de la thyroïde, le lien entre thyroïde et sommeil. J'aimerais beaucoup que vous nous en parliez, mais avant cela, pour rester 2 secondes sur la mélatonine, je voulais profiter là de notre échange pour vous poser une question. La mélatonine, du coup, par rapport au dosage que vous faites faire et aux résultats que vous avez, on en produit toute la nuit ou on en produit qu'en début de nuit, et c'est la raison qui expliquerait que lorsqu'on est réveillé à 4 heures du matin, c'est d'autant plus difficile de se rendormir et que souvent les gens ils restent à 4h30 du matin réveillés et que c'est compliqué pour finir la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Oui, c'est quand même la règle. Maintenant, il y a des variations interindividuelles énormes, mais la règle, c'est effectivement que cette sécrétion de mélatonine s'étiole en deuxième moitié de nuit. Et quand on a un réveil précoce, on n'est plus aidé par la mélatonine. Alors, est-ce que prendre un peu de mélatonine à cette heure-là est une idée géniale? Pas tellement, parce que bon, la physiologie a intérêt à être respectée. Ce que moi je fais personnellement, ça marche très très bien chez moi, que je conseille à beaucoup de patients qui s'en trouvent souvent satisfaits, c'est de prendre lors de ces réveils précoces intempestifs, c'est de prendre de la théanine. L-théanine, qui est un acide aminé qu'on trouve dans le thé vert et pas dans le thé noir. C'est pour ça que le thé vert est beaucoup moins excitant que le thé noir, parce qu'il a l'effet, bon, il y a peut-être moins de caféine, mais il a aussi surtout l'effet calmant de la théanine. La théanine est une molécule très très sûre qu'on obtient sans ordonnance. Je conseille jusqu'à 600 mg, donc 3 gélules de 200 mg à ce moment du réveil nocturne tardif. Hein. Attention, ça peut aussi aider à l'endormissement. Hein. La théanine, c'est quand on veut. Alors la théanine, c'est une molécule extraordinairement sûre. Il n'y a pas d'effet secondaire. Ça m'arrive très souvent de la prendre à mon éveil, parfois occasionné par mes chats ou parfois simplement parce que je vais à la toilette à 5 heures du matin. Bon, c'est trop tôt pour me lever. Je me dis, oula, bon, je vais commencer à réfléchir à 36 trucs que je dois faire aujourd'hui. Je prends ma théanine qui est dans ma table de nuit, un petit coup d'eau. Et même si je pense à des choses, à un moment donné, je me rends compte, après quelques minutes, que je ne sais plus me fixer sur ce à quoi je pense. Ça, c'est génial. C'est aussi rapide que ça. D'accord. Ça peut mettre 10 minutes. Hein, ça peut mettre 10 minutes. Bon, je crois que le fait que quand on a confiance dans la molécule, parce qu'on a eu de bonnes expériences, ça aide. Mais je vois vraiment ce genre d'effet. Si vous voulez, en anglais, pour ces ruminations nocturnes, je trouve que le terme anglais est bien choisi, c'est des running thoughts. Vous voyez, c'est des pensées qui courent. Mm-hmm. Eh bien, la théanine les empêche de courir et à un moment donné, et ça, c'est du vécu, hein, je m'en souviens très bien parce qu'on est toujours éveillé quand même à ce moment-là. À un moment donné, je me dis, oui, c'est vraiment, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer, trouver tel patient ou tel problème logistique qu'on peut avoir?
Et puis alors, je me suis dit, mais minute, c'est quoi que j'essaye de résoudre là? euh, Et puis, Et là, c'est gagné. je ne sais plus ce que je dois résoudre. Eh Enfin, bien là, c'est pas gagné pour votre problème, mais c'est gagné pour la nuit. oui, voilà, 2 minutes après, je dors. Hmm. Ça, c'est à tous les coups. Vous voyez, une fois que vous avez échappé à ces ruminations. Donc, je trouve ça très, très bien. Ça n'a aucune toxicité, aucun effet secondaire. Voilà, il faut juste se l'acheter, quoi. Bon, ça vaut la peine. Le sommeil, c'est quand même très précieux, très important. Moi, l'impact d'un bon sommeil sur mon efficacité pendant la journée, c'est majeur. Oui. Et je voudrais vous dire quelque chose à ce sujet-là, mais je vais d'abord finir la pensée ici. C'est-à-dire que cette théanine que je prends à 5 heures, quand je me réveille vers 6h30, 7 heures, je n'ai absolument pas de confusion. Vous voyez, on n'est pas du tout gros. La preuve, c'est que la théanine est utilisée médicalement par des pédiatres ou des pédopsychiatres, hein, pour des enfants qui souffrent du syndrome d'hyperactivité et de déficit d'attention. Et donc, c'est utilisé pour les aider à avoir une meilleure concentration. Donc, c'est pas quelque chose qui vous rend groggy. C'est quelque chose qui vous stabilise. C'est quelque chose qui vous met d'équerre, si je peux dire. Oui, c'est assez exceptionnel. Bon, moi, je crois que c'est probablement un équivalent, ou allez savoir, peut-être cette molécule-là, que les Indiens natifs d'Amérique du Nord fumaient dans ce qu'on a appelé le calumet de la paix, plutôt que de se taper dessus. Vous voyez, s'ils se bourraient de théanine fumable, je sais pas, bon voilà, ça calmait les tensions et ça aidait à résoudre les problèmes. Donc ça, c'est vraiment une molécule très intéressante. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a toute une panoplie de choses relativement sûres ou très sûres, comme la théanine, qui peuvent être utilisées. Et vous voyez, il ne faut pas avoir nécessairement peur de se réveiller groggy. Par contre, si vous prenez de la mélatonine à 5 heures du matin, bon là, d'abord, vous avez peut-être déréglé le mécanisme. Hein, la mélatonine, c'est une hormone, donc c'est pas tout à fait aussi anodin. Et alors oui, je voulais vous dire pour ma nuit. Hein, alors chez moi, j'étais content. Ma dernière nuit ici était bonne à très bonne, ce qui influence sur ma capacité de me concentrer avec vous maintenant. Hein. Donc, bon, j'espère que je donne satisfaction, mais si j'avais passé une mauvaise nuit, je suis plus confus, j'ai du mal à suivre mes idées, à faire deux choses en même temps, etc. Enfin, dont il paraît que les hommes ne sont pas capables de faire, seules les femmes peuvent faire deux choses en même temps. Enfin bon, ça, je conteste. Tout un débat. Mais, alors, qu'est-ce que j'appelle une bonne nuit? Eh bien, chez moi, bon, et je pense que j'ai quand même pas mal de patients qui ont cette avis-là, mais bon, on se connaît mieux soi-même que nuit après nuit sur des années d'observation avec des patients qu'on rencontre au bout de quelques mois, avec qui on discute pendant 1 heure, 2 fois 1 heure, mais c'est pas la même chose que sur soi-même. Sur moi, la durée du sommeil n'a absolument aucune importance. Seul compte la durée du sommeil profond. Intéressant, d'accord. Ah, non, donc 7h et 7h, c'est la même chose, c'est pas la même chose. Ah non, mais pas du tout. C'est pire que ça. Parce que j'ai déjà eu des cas, parfois, on a des obligations, des trucs qui chamboulent vos horaires, etc. J'ai des exemples, parce que j'enregistre mes nuits avec un système Withings. J'ai la montre ici au poignet, c'est français en plus, ça me fera plaisir, certainement. Et je ne suis pas commissionné, hein, malheureusement, parce que justement, je voulais acheter une nouvelle. Mais c'est très bien, c'est pas cher, bon, c'est abordable pour le service que ça rend. C'est un très bon investissement d'avoir un biofeedback sur la qualité du sommeil. Et ça corrobore en général mes sensations, mais pas toujours. Vous voyez, c'est quand même un plus par rapport à ce qu'on peut supputer. Vous voyez, il me semble que, mais c'est pas toujours juste. Bon.
Et donc, la montre me dit si c'est sommeil superficiel ou sommeil profond. Et alors, je vais vous donner 2 exemples. Je peux faire une nuit de 8 heures où il y a maximum 3 heures de sommeil profond. Je suis crevé, je suis pas en forme. Je suis lourd, je suis lent et j'ai le cerveau embrumé. Et puis, je vais faire une nuit de 6 heures où j'ai 4 heures et demie de sommeil profond, je suis en pleine forme. Donc, vous voyez, 8 heures, on va se dire, c'est mieux d'avoir dormi 8 heures. Que nenni. Non, non, pas du tout. Vous voyez. Qu'est-ce qui explique alors du coup, selon vous, la différence au niveau du sommeil profond? La réparation. Non, mais qu'on en ait plus ou qu'on en ait moins? Mais la réparation du cerveau se fait pendant le sommeil profond. Hein. Et il est acquis aussi que l'élimination des toxines via ce qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, ce siècle, il y a une dizaine d'années, le système lymphatique, qui est le système lymphatique du cerveau, donc c'est pas moi qui prononce mal ou qui fait du belgicisme, c'est le système lymphatique avec un G, qui est le système lymphatique du cerveau, qui évacue les toxines, agit, entre en fonction pendant le sommeil profond. Mais je voulais savoir qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on peut avoir 2 heures ou 4 heures de sommeil profond et qu'on n'a pas la même quantité de sommeil profond en fonction des nuits. Ça m'intéresse d'autant plus parce que même là, ce que vous me dites en termes de durée de sommeil profond, moi qui ai aussi pendant longtemps tracé mon sommeil, je crois que j'ai jamais dépassé les 2 heures. J'étais même plutôt aux alentours d'1 heure et quart, 1 heure et demie. Alors, je suis curieuse de savoir. Pas beaucoup. Bon, ce qui a l'air d'être pas beaucoup. Maintenant, bon, là, un petit bémol quand même. Méfions-nous. Bon, il y a une technologie. Qu'est-ce que le système, le software, le logiciel Withings interprète comme sommeil profond? Si vous utilisez un autre moyen de feedback pour évaluer la qualité de votre sommeil, si ça se trouve, c'est pas le même algorithme et ce n'est pas les mêmes critères. Bon. Moi, c'est pour ça que je me tiens à ce truc Withings, parce que bon, j'ai beaucoup de patients qui font d'autres trucs et qui me disent ah oui, mais c'est bien, vous devriez essayer, etc. Non, moi je suis satisfait parce que je trouve que ça reflète bien ce que je pense avoir éprouvé comme sommeil profond ou pas. Bon, alors mais comprenez peut-être que si vous passez d'un système à l'autre, d'ailleurs bon, d'abord il y a des systèmes. Alors oui, il y a aussi le sommeil REM. Moi, je crois que chez Withings, j'ai jamais exploré parce que finalement, je crois que chez Withings, le sommeil REM est intégré dans le sommeil profond, même si ça paraît un peu paradoxal, mais d'après mes constatations, oui, parce que quand je sais que j'ai rêvé avant un éveil, c'est enregistré comme sommeil profond. Donc, peut-être que le terme qui conviendrait mieux, c'est le sommeil récupérateur. Qui est soit le sommeil profond, soit le sommeil REM. Parce que moi, je suis persuadé par mon expérience clinique et par mon expérience personnelle que le fait de rêver répare, résout les conflits, les problèmes, apaise des tensions internes, etc. Et puis, peut-être vous apporte des solutions. Je précise pour ceux qui nous écoutent que le sommeil REM, c'est le sommeil paradoxal, nous on l'appelle comme ça en France en tout cas. C'est le sommeil du rêve, voilà, pour Rapid Eye Movements. Et moi, je me trouve mieux après une nuit où j'ai bien rêvé. Donc, oui, c'est complexe. Et alors, est-ce qu'on peut comparer? Je crois que les comparaisons interpersonnelles sont assez nullissimes là-dedans, mais que par contre, vous utilisez un système qui vous paraît correct, que vous aimez bien, qui vous paraît refléter la réalité, et vous faites vous amenez des interventions diverses pour améliorer. Vous voyez, si vous passez d'une heure et demie à 2 heures, je suis certain que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Comme moi qui passe de 3 à 4. Mais c'est incroyable, hein. Si j'ai 3 heures et demie, c'est pas ça, hein. Si j'ai 4 heures et demie, intellectuellement, c'est no limits, hein.
Complètement, mais c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est pas la valeur absolue finalement qui est la plus intéressante, mais c'est de voir l'évolution. Si on met en place une Oui, hygiène de sommeil et puis qu'on voit qu'il y a des choses qui voilà. évoluent, eh bien c'est ça qui compte. Effectivement, vous avez raison, on le sent en plus nous-mêmes, donc ça Oui, mais reflète ça. l'intérêt d'un feedback reste majeur. D'abord parce que s'il y a déjà une grosse incertitude quant à notre évaluation de la qualité de la nuit, hein, qui est quand même soumise à beaucoup de facteurs. Hein. Allez, vous allez, je ne sais pas moi, quelque chose de très emballant à faire le soir. Vous vous éveillez, vous êtes là, positif. Si ça se trouve, vous allez vous dire, ah, j'ai bien dormi. Bon, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Donc, il faut quand même essayer d'éviter trop de biais, hein, et trop d'interprétations subjectives. Donc, le feedback est pour moi très utile, mais ça ne veut pas dire que nos sensations sont nulles. Mais il y a le feedback en plus qui est objectif, qui n'est pas subjectif. Et ce qui est génial, évidemment, là-dedans, c'est que vous allez faire intervenir tous ces facteurs, donc ce truc multifactoriel qui est complexe. Et alors, voilà, vous allez jouer sur d'autres molécules dont on n'a pas encore parlé. On peut évoquer euh, euh, le GABA, hein, qui est ce neurotransmetteur calmant, très, très important, puisque tous les somnifères disponibles sur cette planète sont tous des activateurs GABA, d'un type ou de l'autre. Donc, il n'est pas question d'avoir un somnifère sans parler du GABA. Mais alors, ce que moi j'utilise, c'est le GABA, la molécule en tant que telle, qui va avoir d'excellents effets chez certaines personnes, vraiment superbes, parfois transitoires. Bon, c'est que c'est un facteur parmi d'autres, mais il faut y penser. Bon, je crois que le GABA est quand même une molécule très sûre. Au pire, ça n'agit pas. Bon, certains disent que ça a du mal à franchir la barrière hémato-encéphalique. Ouais. Comme les patients que je recrute sont en général des patients qui ont une barrière intestinale perméable, on considère qu'ils ont aussi leur barrière hémato-encéphalique perméable. Donc, ça facilite des choses. Et puis, donc au pire, ça, voilà, c'est décevant, on n'insiste pas, on n'a pas de risque. Et si on en prend trop ou trop longtemps alors qu'on n'en a plus besoin, alors on est un peu groggy le matin. Puis on se dit, tiens, j'ai peut-être trop de GABA là. On arrête le GABA et on n'est plus groggy le matin. Bon, voilà, c'est qu'on a fait le tour du GABA ou bien qu'on doit diminuer la dose. Hein, la dose peut être de 200 mg, 300 mg, 600 mg me semble être un maximum à prendre le soir au coucher. Mais je donne du GABA à des patients très nerveux, très agités pendant la journée. Donc, vous voyez que c'est pas... Et ils travaillent, ils font leur journée. Donc, c'est pas... C'est une belle molécule. Puis alors, évidemment, il y a le cannabidiol, hein, le CBD, qui est très tendance. C'est très en vogue, effectivement, actuellement. Alors, il faut en parler brièvement. Très grosse variation de l'effet d'une personne à l'autre à cause de ces récepteurs cannabinoïdes qui sont extraordinairement complexes et très différents d'une personne à l'autre. Donc, voilà, il faut essai et erreur. Et puis alors aussi une très grande variété de qualités, pas nécessairement parce qu'on a affaire à des escrocs, quoique il y en a, mais aussi parce que, voilà, les plantes sont, voyez, sont variables. Sous cette histoire de cannabinoïdes, c'est extraordinairement complexe, mais aussi fascinant. Et je crois qu'il serait quand même ridicule chez un gros insomniaque de ne pas au moins essayer cette piste-là. Et parfois, on est déçu, mais peut-être au début, en tout cas, pour couper le cercle vicieux, parce que l'insomniaque, il est aussi insomniaque parce que il se dit qu'il va mal dormir. Alors, il n'y a rien de pire pour mal dormir que de se dire qu'on va mal dormir. Et donc, pour casser le cercle vicieux, il faut parfois donner des grosses doses de CBD. Il ne faut pas avoir peur de monter la dose jusque, je dirais, 60 mg. C'est une bonne dose pour des gros insomniaques. Tant qu'on n'a pas essayé ça,
On n'a pas essayé tout. Alors, que ce soit la théanine, le GABA et ses activateurs, dont le fameux taurate, la taurine, qui est activatrice du GABA, on peut prendre sous forme de taurate de magnésium. Voire maintenant, et je suis sur le point d'expérimenter ça, du taurinate de magnésium, qui est la taurine acétylée, qui aurait une meilleure pénétration à travers la barrière hémato-encéphalique parce que l'acétylation apporte un caractère liposoluble et bon, on sait que les barrières, c'est liposoluble. Hein. Il y a une membrane là, des membranes cellulaires, c'est lipidique. Les composés hydrosolubles ont du mal à traverser. Il faut du liposoluble. Tous les médicaments qui ont des cibles dans les cellules, à l'intérieur des cellules du corps humain, sont liposolubles. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont une action prolongée, parce que le corps les garde pendant un certain nombre d'heures et la formulation de la molécule chimique tient compte de cette rémanence, hein, de la durée de vie du composé chimique, et donc tout ça c'est du monde liposoluble. Donc que ce soit du taurate de magnésium ou du taurinate de magnésium, là on agit aussi sur le récepteur GABA parce que le taurate c'est un activateur faible mais quand même significatif du récepteur GABA, sans être le neurotransmetteur en lui-même, mais il agit sur le récepteur. Et c'est quelque chose qui marche très très bien chez un certain nombre de personnes. Moi, j'ai des patients qui me disent mais avec votre taurate de magnésium au coucher, moi je dors comme un bébé. Donc ça, donc, avec le GABA ou tout seul? Oh, tout seul. Hein. Ah, tout seul. D'ailleurs, d'accord. ça aurait du sens d'essayer d'abord du taurate de magnésium. Et si c'est insuffisant, de penser au GABA, parce que si le taurate de magnésium suffit, vous savez, moi je préfère laisser les neurotransmetteurs tranquilles et plutôt travailler avec. Viens par ici, parce que là, il va y avoir du bruit. Bien. Laisser les. Non, il ne veut pas non plus. Hein. Ouf, non, il faut faire la totale. Bon, bah écoutez, tant pis. Le chien, c'est le chien qui dirige. Moi, je n'ai strictement rien à dire dans cette histoire. Et donc, oui, taurate avant GABA. Oui, donc vous avez une liste taurate, taurinate éventuellement à vérifier. GABA, CBD, théanine, mélatonine, agir sur les surrénales. Et puis alors la thyroïde. Hein. Il faut qu'on parle de la thyroïde. Effectivement, je voulais vous demander si c'était indispensable, si ça faisait partie de vos indispensables, de venir voir ce qui se passait au niveau de la thyroïde à chaque fois qu'il y avait un problème de sommeil. Pas nécessairement indispensable, mais donc c'est bien parce que je n'avais pas pensé à la question sous cette forme-là. Vu que bon moi, vous savez, si vous venez avec des problèmes tous azimuts, j'ai quand même rarement des gens qui viennent juste pour l'insomnie, bien que ça puisse se trouver. Ben alors ces insomnies particulièrement rebelles. Alors je mets quand même en marche tout un outil diagnostique biologique. Hein. Donc chez moi en général, je vais toujours avoir quand même un contrôle thyroïdien peu ou prou. Mais si vous me dites que c'est indispensable, non, pas nécessairement, mais primo, si vous avez d'autres signes d'appel d'une fonction thyroïdienne affaiblie, bon, il y en a une liste, hein, il y en a une tonne, constipation, dépression, fatigue matinale, l'impression de ne pas avoir un sommeil reposant, tiens, ça va vous parler ça, perte de cheveux, ongles cassants, peau sèche, enfin bon, écoutez, il y a 100 symptômes, hein, tous azimuts. Donc s'il y a déjà ça, bon, en avant, il faut s'y intéresser parce que c'est probablement un facteur, un de ces facteurs dans l'aspect multifactoriel. Secundo, il faut bien se rendre compte que trop de thyroïde ou trop peu de thyroïde, les deux cas de figure vont donner une mauvaise qualité du sommeil. Et ça, c'est délicat. Et alors, beaucoup de gens restent sur l'idée que c'est trop de thyroïde qui pose problème parce que les hyperthyroïdiens sont insomniaques et très insomniaques quand c'est sévère. Oui, hein, ça, on est bien d'accord avec ça.
Voilà le bruit que je vous avais annoncé. Voilà. Voilà. On shoot dans la nature, hein, on est soumis aux aléas. Et donc, trop de thyroïde, oui, ça c'est évident. Alors, trop de thyroïde, c'est quoi? C'est des gens qui souffrent d'hyperthyroïdie, qui peut être virale, qui peut être post-vaccinale. J'ai eu quelques cas intéressants à mentionner, peut-être, comme ça en passant, qui est souvent auto-immun, hein, et voire peut-être des nodules thyroïdiens sécréteurs qu'on appelle des nodules chauds. J'ai d'ailleurs une vidéo là-dessus qui apporte plus de détails. Bon, ne nous perdons pas trop là-dedans. Une cause fréquente de trop de thyroïde, ce sont des traitements thyroïdiens surdosés. Et parmi les patients qui ont vu des médecins fonctionnels, des endocrinologues, etc., ça, c'est pas rare d'avoir un traitement thyroïdien qui peut-être a été adéquat à un moment donné, qui a fait du bien, et puis qui passe dans le surdosage. Il faut adapter, il faut affiner. Et alors, c'est le moment de parler ici des deux hormones thyroïdiennes, qui en fait ne sont pas deux hormones, c'est une pro-hormone, qui est la thyroxine, qui est connue, qu'on appelle aussi la T4, parce qu'elle a 4 atomes d'iode, et une hormone active, la T3, qui a perdu un atome d'iode, donc c'est pour ça que on passe de T4 à T3, et qui se fixe sur les récepteurs, et qui est donc la seule hormone qui vaille. Il n'y a pas d'activité thyroïdienne sans T3. Hein. Bon, alors, les gens sont un peu perplexes quand on leur dit ça parce que, en général, ils reçoivent de la thyroxine de leur médecin. Ils se disent, ça y est. Non, la thyroxine, c'est une pro-hormone. Elle n'a aucune activité hormonale. Elle ne sait pas se fixer sur un récepteur. Mais elle se transforme en T3, plus ou moins bien. C'est là le problème. C'est cette conversion de la pro-hormone T4 en hormone active T3 qui peut poser d'énormes problèmes. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais concentrons-nous sur la T3, qui est l'hormone active. Eh bien, et c'est ça qui est dramatiquement important pour vos insomniaques, trop peu de T3, et par exemple, le stress peut provoquer aussi ça, puisque le stress bloque la conversion. Allez, bon, c'est la grande route qui traverse le village, alors les trafics. C'est pour ça que je ne voulais pas y aller, mais bon, c'est Goliath le chef. Et donc, la conversion de T4 en T3 est bloquée par le stress. Et donc, les stressés vont avoir une tendance à présenter un manque de T3, bam, insomnie. Donc, on a parlé du cortisol et des stressés, on est bien d'accord. Eh bien, vous allez corriger les surrénales, vous dire, c'est quand même pas génial. Hein. Ah oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de T3? Alors que la tendance systématique chez mes collègues, c'est de se dire, oh, insomnie, trop de T3. Eh bien, moi, je leur réponds, insomnie, trop peu de T3. Aussi. Trop de T3, je suis d'accord avec eux, mais aussi trop peu. Alors, ce qui est fascinant, je vous aurais montré, si on était devant mon ordinateur, j'aurais peut-être fait des gros plans. Enfin, de toute façon, sur un podcast, ça n'y changerait. Mais ce qui est fascinant chez moi, qui prend un petit traitement thyroïdien qui est pas très lourd, mais enfin qui est indispensable, sans quoi je suis, comme je disais, encore dans un email ce matin, à l'état larvaire, ce qui n'est pas l'idéal pour faire de la médecine fonctionnelle. Les larves font peu de médecine fonctionnelle en général. Pareil. Ce qu'on entend dire, oui. Eh bien, je suis méga dépendant du réglage fin de méthode T3. Je prends très peu de T3. J'en prends pour le moment en hiver 7 microgrammes par jour, ce qui est quand même vraiment pas grand-chose, vu que les comprimés disponibles en France, ça s'appelle le Sinomel, c'est la T3 classique, là. La molécule s'appelle l'iothyronine, hein, le nom médical, c'est la l'iothyronine, mais bon, c'est plus facile de dire T3. Le comprimé de Sinomel en France, il est 25 microgrammes. Bon, il est sécable, donc effectivement, c'est comme si je prenais un quart de Sinomel, mais je le fractionne en 3 fois parce que la T3 a une durée d'action courte, donc chez moi, c'est beaucoup mieux de répartir. Donc, je prends deux bons microgrammes de 25, en fait, 3 fois par jour, parfois 2 fois. Hein. Et puis, alors, en été, ça diminue. Souvent, je prends qu'une fois.
j'adapte. Mais je suis très dépendant à cette adaptation. Si j'en prends trop, je suis un peu tendu et certainement un peu facilement agressif. Donc, franchement, c'est pas le but. Et puis, je me sens pas bien, je me sens un peu énervé. Mais si j'en prends trop peu, je peux vous dire que mon sommeil profond dont on parlait tout à l'heure est massacré. Est massacré. Il s'effondre. Je passe de 4 heures à 2 heures si j'ai trop peu de T3. La nuit suivante, j'en prends un peu plus, pas beaucoup plus, un peu plus, et preuve à l'appui, parce que mon feedback de sommeil me dit, et alors j'ai un tableau Excel où je mets la quantité de T3 que j'ai prise en regard de ma courbe, de mes statistiques de sommeil. C'est hallucinant. Et par contre, évidemment, l'inverse est vrai aussi. Si je commence à prendre un peu trop ou que j'en prends 3 et puis que finalement j'aurais plutôt besoin de 2, vient une nuit où je ne dors pas bien non plus, mon sommeil profond est aussi en chute libre, et c'est parce que j'ai pris trop. Et alors la nuit suivante, je prends moins et je retombe sur mes pattes d'un sommeil profond très long. Donc c'est très, très, très sensible. Et le médecin ne peut pas aider à ce niveau-là. C'est le patient qui, avec son feedback, et évidemment sous l'éclairage du médecin qui donne un cadre à tout ça, qui peut faire des petites fluctuations parce que, voilà, si j'ai fait une grosse promenade avec Goliath, ou s'il fait très froid, eh bien, il me faut plus de T3. Si je suis très relax, je passe un super week-end, il fait beau, etc., il me faut moins de T3. Donc, le médecin n'a rien à voir dans tout ça. Il faut comprendre un peu comment tout ça marche, sentir, ressentir, s'écouter, adapter un peu. Et chez moi, ça, l'impact de ça sur mon sommeil est gigantesque. C'est pour ça que j'ai dédié une vidéo spéciale à la relation T3 insomnie. Et je pense que vous avez vu cette vidéo. Et où je donne un peu plus d'explications, parce que ça, c'est vraiment le sujet de la vidéo qui fait quand même 28 minutes, où je parle de ça peut-être un peu plus en détail, quoi qu'ici, je viens de vous résumer quand même pas mal le problème. Vous voyez, donc, vous qui me parliez de votre sommeil profond court, est-ce qu'on a exploré cette piste-là? Je ne crois pas. Oui, vous avez complètement raison, effectivement. Il y a encore plein de choses à explorer pour moi. Et alors, même à titre personnel. Avant que je n'oublie cette histoire de T3, on a dit que le stress bloquait la conversion de T4 en T3. Il y a aussi un génotype qui est le génotype. Justement, c'était une question que je voulais vous poser parce que ça fait partie des choses que j'aimerais bien explorer aussi à titre personnel pour ensuite pouvoir en parler plus facilement. Et bien évidemment que je voulais vous poser cette question puisqu'en plus c'est avec vous que j'ai appris l'existence de la génomique. Ah, très bien. Vous m'envoyez très 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 fier, très satisfait d'entendre ça parce que c'est important la génomique. C'est pas la révolution, mais pour la personnalisation des conseils, c'est important. Et le meilleur exemple, c'est cette conversion de T4 en T3 qui dépend d'un enzyme. On connaît bien l'enzyme, c'est la déiodinase. Tenez-vous bien, déiodinase qui enlève un atome d'iode, qui convertit donc T4, 4 atomes d'iode en T3, 3 atomes d'iode. Voilà, c'est pas sorcier. Eh bien, la déiodinase, bon, il y en a 3 différentes, ça se complique un peu. On parle ici de la déiodinase 2. Donc, l'acronyme du gène, c'est DIO2. Eh bien, ce gène DIO2 a des génotypes. Donc, il y a 3 génotypes. Il y a le génotype favorable, où tout se passe de manière optimale. Il y a le génotype dit hétérozygote, où il y a une copie du gène venant d'un des parents qui est quand même un peu faiblard, mais c'est mon cas d'ailleurs. Bon, ça a une conséquence, mais c'est pas majeur. Mais alors, et bon, allez savoir si c'est pas votre cas, vous comprenez, si on n'a jamais regardé, c'est peut-être un élément à prendre en compte. Il y a le génotype DIO2 homozygote variant, donc qui n'est pas favorable, qui est quand même assez courant, c'est pas rare, et où les 2 copies sont faibles, et donc vous êtes mal équipé pour convertir T4 en T3. Et donc ce sont des gens chez qui
il faut peut-être, en tout cas s'ils sont en plus stressés, soutenir la T3 d'une manière légère, mais soutenir quand même. Et on sait qu'un changement léger de T3 peut avoir un impact énorme. Alors, il y a les cofacteurs aussi de la conversion T4 en T3, ce fameux enzyme déiodinase 2, il contient du sélénium. Donc, si vous êtes déficitaire en sélénium, et je vois des tonnes de déficits en sélénium, vous savez, s'il n'y a pas de sélénium, vous ne pouvez pas faire un enzyme qui contient du sélénium si vous n'avez pas le sélénium. L'enzyme, il n'est pas là. Il a beau être efficace ou moyennement efficace ou même pas efficace, si en plus il n'y a pas de sélénium, mais il n'y a pas l'enzyme. Et puis alors, le zinc est un sélénium très important, et le zinc va toujours être déficitaire chez les stressés. Donc ces stressés-là, écoutez, on peut vérifier le taux sanguin, c'est quand même toujours mieux. Et si on ne peut pas s'offrir ce luxe de faire des tests, prendre un peu de zinc chez les très stressés, je ne vois pas que ce soit un gros problème. Et pareil pour le magnésium. Oui, on tourne en boucle, hein. Oui. Et donc, quand vous avez, c'est bien qu'on ait commencé par les surrénales, mais se dire, on va mettre les surrénales en ordre, vogue la galère, tout va aller pour le mieux, et négliger cette affaire thyroïdienne, vous allez louper pas mal de cas. Là, au niveau de ce que vous évoquiez pour les différents gènes, c'est l'expression des gènes, ce sont les gènes en eux-mêmes. C'est qu'est-ce que finalement, là, une personne qui nous écoute, avec quoi elle va voir son médecin en lui disant, moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe chez moi. Est-ce que ça peut être expliqué comme ça? Quelle finalement analyse, examen elle doit faire? Bon, dans la génétique, il faut bien faire la distinction entre les maladies génétiques, c'est une affaire très sérieuse qui est de l'apanage des généticiens, dont les médecins généralistes comme moi ne devraient pas trop se mêler, si ce n'est pour soutenir le moral parfois des gens qui apprennent de mauvaises nouvelles et tout ça. Donc moi je fais pas ça. Puis en plus c'est très complexe. Bon, voilà, c'est un métier en soi, une spécialité. Par contre, la génomique n'intéresse pas du tout les généticiens qui trouvent ça fade. Bon, parce qu'ils s'occupent de choses peut-être plus graves aussi. Et donc les génotypes, les variations génomiques sont pas des maladies, ce sont, en anglais je dis, ce sont des settings, ce sont des réglages. Vous pour ce gène DIO2, vous n'êtes peut-être pas réglé comme moi. Mon réglage, il est intermédiaire. J'ai une bonne copie du gène et une mauvaise. Et donc, on est quand même bien conscient qu'on a 2 parents et qu'on a un héritage génétique 50% de chaque côté. Et donc, vous avez dans le cas de figure 3 possibilités. Vous avez 2 bonnes copies venant des 2 parents. Ça va optimiser. Vous avez éventuellement une bonne et une mauvaise qui est mon cas. Et je soupçonne que la mauvaise vient de ma mère parce que je sens qu'il y a eu, il y a très longtemps, perdu ma mère il y a presque 50 ans. Et donc, à l'époque, je peux vous dire, on n'était pas là. Et donc, si vous voulez, c'est pas trop problématique, mais bon, ça joue quand même son petit rôle. Et puis alors, il y a le 3e cas de figure où vous avez 2 mauvaises copies venant des 2 parents. Et là, ça franchement, là, ça joue et je reconnais ça comme quelque chose qu'il faut souvent prendre en compte, pas nécessairement pour lancer des traitements hormonaux, mais pour au moins optimiser les cofacteurs dont on a parlé, sélénium, zinc, il y en a d'autres, on ne va pas entrer dans tout ça. Les cofacteurs thyroïdiens aussi, l'iode, parce qu'on parle des atomes d'iode, il n'y a pas d'iode, je voulais faire. Et donc, peut-être aussi, il y a moyen d'aider ces gens-là sans les médicaliser à outrance, mais c'est quelque chose qu'il faut peut-être identifier chez des gros insomniaques, parce que si ça se trouve, c'est une partie du problème. Et donc, ça, c'est la génomique. C'est la génomique. Bon, le médecin généraliste traditionnel, il connaît pas, il n'a pas les connexions, il ne connaît pas les labos qui font ça. Bon, ça, il faut faire une recherche, il faut aller vers de la médecine fonctionnelle, et encore, tous les médecins fonctionnels ne sont pas encore à niveau, mais je peux vous dire qu'avec mes vidéos, ils ressentent une certaine pression pour se mettre à niveau, et ce sera bien, parce que vous savez, la médecine fonctionnelle, puisqu'on revient un peu au départ ici, je s'approche un peu de la conclusion, mais revenons à la médecine fonctionnelle. C'est quoi? C'est une médecine personnalisée. Vous allez personnaliser sans connaître le génotype. Vous allez passer à côté de
de choses essentielles. Ça me paraît logique. Tout est dans la personnalisation. Et ce que vous faites je ne sais pas si vous réalisez à quel point vous donnez tout un tas de conseils pour mieux dormir, mais la clé du succès, c'est que ça puisse être personnalisé. Alors comment? Mais notamment par les moyens de biofeedback. Parce que les gens essayent et ils voient ce qui marche chez eux ou pas. Bien sûr, mais Vous pouvez pas? c'est exactement le message que je donne systématiquement, c'est qu'effectivement les règles, finalement, les lois du vivant, elles sont les mêmes pour tout le monde, mais par contre le soin doit être personnalisé et le thérapeute Voilà. doit C'est bien prendre dit. une personne et il n'y a que cette personne-là qui fonctionne comme elle fonctionne et forcément il faut s'adapter. 100% d'accord avec ça. Très bien dit. Je vais pas abuser plus de votre temps. Je vous remercie. Puis en plus, on a fait une belle promenade. Il y avait juste une question qui me reste en tête. Si vous avez 5 minutes, je me permets de vous la poser. Puisqu'on était dans les hormones, j'aurais bien voulu que vous puissiez nous donner votre conseil pour les femmes qui subissent de gros changements hormonaux et notamment à la ménopause ou à la périménopause, puisque vous avez fait des vidéos là récemment là-dessus. Le sommeil, souvent, il est très dégradé. C'est très compliqué de savoir par quoi commencer. Moi, ce sont des questions qui me reviennent, mais systématiquement. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Par quoi on commence lorsque les hormones sexuelles sont complètement désordonnées? Mais écoutez, on retombe un peu. C'est vrai que c'est détaillé. J'ai fait 2 vidéos sur la périménopause, la prise en charge de la périménopause, que je préfère appeler péri plutôt que pré, pour les raisons que j'explique dans les vidéos. Et cette prise en charge est assez originale. Elle nous renvoie beaucoup à ce que nous avons abondamment développé au début, c'est-à-dire la fonction surrénalienne. Parce que quand la femme entre en ménopause, ces hormones sexuelles qui ne peuvent pas disparaître, parce que ça c'est calamiteux, elles doivent venir de ces glandes surrénales. Voilà, c'est simple, mais évidemment si les glandes surrénales sont en pleine insuffisance, comme on l'a déploré tout à l'heure, nous voilà avec un problème en plus sur le dos. Et il est évident que je trouvais que c'était pas nécessairement bien d'aborder ça parce qu'effectivement, ces problèmes de sommeil liés à la périménopause, voire à la ménopause qui est mal corrigée si elle a besoin d'une correction ou qui est mal équilibrée si les glandes surrénales sont faibles, parce que si on a des glandes surrénales fortes, on peut éventuellement faire une bonne ménopause sans aide hormonale. Okay, ça dépend essentiellement de ces fameuses glandes surrénales. Rebelote. Mais donc la périménopause va apporter des insomnies, mais qui n'intéressent que les femmes. Excusez-moi, hein, ça fait 52% de la population, mais enfin il reste 48%, et dans une tranche d'âge assez spécifique. Ok, donc par rapport à l'individu lambda qui dort mal, c'est une sous-population. Mais dans cette sous-population, il est évident que la chute de l'œstradiol pose problème, et je trouve qu'on accorde trop d'importance à la chute de l'œstradiol. On donne trop facilement des œstrogènes d'une forme ou sous une autre, c'est un autre débat, et on oublie la progestérone. La progestérone est l'hormone du sommeil, c'est l'hormone du relâchement, c'est l'hormone de la sérénité. Donc, toutes ces femmes qui sont en dominance œstrogénique, qui ont trop peu de progestérone, peuvent déjà avoir de l'insomnie, même avant la périménopause, a fortiori peut-être pire encore quand elles affrontent cette période. Donc, le soutien de la progestérone est absolument essentiel. Alors, on peut imaginer, surtout chez une femme qui quand même est dans sa quarantaine, etc., ou peut-être les fins de cycle, ou peut-être les syndromes prémenstruels, il y a des prescriptions de progestérone en crème ou en ovule. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. On peut faire de la phytothérapie avec des plantes progestéroniques, c'est quand même pas mal. Si ce sont des cas légers, ça marche. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Mais vous savez quel est le précurseur biologique, la molécule nécessaire pour, avec un coup de baguette magique enzymatique, produire de la progestérone? Quel est le précurseur direct de la progestérone? Eh bien, c'est la prégnénolone. On retombe sur nos pattes. Eh oui. Et quand moi je prescris de la prégnénolone, qui demande une prescription, quand je prescris de la prégnénolone
c'est impossible de ne pas voir la progestérone s'améliorer, peu ou prou. Bon, c'est peut-être insuffisant dans un certain nombre de cas, mais en tout cas, ça va bénéficier à la progestérone. Vous voyez qu'on retombe constamment sur ses pattes. Hein. Bien sûr. Ce sont ces éléments. N'oublions pas, on a encore fait une boucle tout à l'heure qui était impressionnante parce qu'on disait le zinc est le cofacteur de la déiodinase qui permet de produire de la T3. Mais ce zinc manque chez les stressés. Enfin, je veux dire, c'est là le multifactoriel. Bon, maintenant, il n'y a pas 200 facteurs, hein, il faut aller les chercher. Si on a la chance de pouvoir s'offrir un bilan sanguin, et ma foi, on peut faire des petits bilans quand même à coût raisonnable. Il faut aller doser le magnésium, le zinc, ces différentes hormones, enfin, tout ce qu'on a pu expliquer. Et ça permet d'y voir plus clair et de savoir, parce que vous savez, moi j'ai des patients qui ont des déficits en zinc, mais apocalyptiques. Alors vous allez leur donner, je sais pas, 22 milligrammes et demi de zinc, je crois que c'est la dose légalement admise. Bon, on se demande pourquoi, parce que franchement, 22 milligrammes et demi de zinc, 23 milligrammes n'a jamais tué personne. Ceci dit, sur des longues durées, on ne donne pas beaucoup de quoi que ce soit sur des longues durées sans savoir. Mais enfin, pour sortir d'un problème, le zinc n'est quand même pas un grand risque. Eh bien, j'ai des patients à qui je donne 50 milligrammes parce que j'ai documenté un déficit. Eh ben, ça ne fait rien du tout. Je dois leur donner, et j'en suis gêné parce que normalement on ne fait pas ça. J'explique quand je forme des jeunes médecins, je leur dis, ne donnez pas plus de 50 milligrammes de zinc, mais j'ai des patients chez qui je dois donner 100 milligrammes de zinc, tellement ils sont stressés. Parce que 50 milligrammes, ça ne change rien. Mais quand on leur a donné 100 milligrammes pendant 3-4 mois, eh bien, le zinc remonte, ils sont mieux, vous voyez, et alors on n'est plus obligé d'en donner autant. Et puis évidemment, si ça se trouve, ce sont des végétariens ou des végétaliens, et bon, les végétaliens, je suis désolé, mais le zinc qu'ils mangent dans les végétaux, il n'est pas bien absorbé. Hein. Alors, vous voyez, il y a aussi des problèmes parfois de diète derrière tout ça et une complexité. Il y a une complexité dans la médecine, hein, parce que en toile de fond de tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, il y a évidemment la diète du patient. Et si la diète du patient ne lui convient pas, il a mal aux intestins. Combien de gens n'ont pas de l'insomnie parce qu'ils ont mal au ventre à un moment donné ou l'autre de la nuit. Hein. Bon, ça, c'est encore, si vous voulez, faire une podcast dans quelques mois. Que c'est votre sujet aussi. Ah oui, mais là, vous me donnez 3 heures. Hein, ah bah oui, bien sûr. Vous me donnez 3 heures. Et alors, je crois qu'à la limite, ces podcasts vont avoir un effet somnifère puissant parce qu'ils seront tellement longs et tellement barbants que ce sera ça, en fait, le remède. C'est exactement ça. Vous savez, parfois on me dit « Ah Aurélie, vous avez une jolie voix en podcast, je vous écoute avant de m'endormir. » Alors je dis « Bon, bah c'est moi le somnifère du jour. » Alors, bon, au moins j'aide d'une certaine façon, c'est déjà ça. Et puis il y a l'effet placebo, il y a tout qui joue. Eh ben, super, merci. Merci infiniment pour avoir évoqué avec moi tous ces sujets qui, je pense, vont parler à beaucoup de personnes. Et puis, effectivement, de toute façon, je compte faire un prochain podcast sur les intestins parce qu'il y a énormément de demandes là-dessus. Et puis, il y a, comme vous le dites, tellement de choses à dire. Et je précise que vous avez écrit un livre sur le sujet. C'est le dernier de vos livres, je crois. Vous en avez écrit deux livres, vous avez écrit 4. Sur les intestins 4, oui, il y a 4 livres, un plus du côté de la médecine du sport, ça c'est le premier, il y a longtemps, et puis alors il y a écosystème intestinal et santé optimale, bon c'est celui-là, c'est 512 pages sur les intestins, 1400 références scientifiques, mais il y a longtemps, mais enfin c'est les bases, je crois que c'est toujours reconnu comme apportant les bases, et puis alors depuis il y a eu deux livres qui introduisent au concept de la médecine fonctionnelle, dont un là qui est disponible depuis pas très longtemps. Et là-dedans, il y a pas mal d'infos, c'est plutôt sous forme de blog, etc. Parce que m'asseoir 2 ans derrière un bureau pour faire un livre de 500 pages, j'ai plus tellement le moral pour faire ça, parce que je peux vous dire, j'en ai un mauvais souvenir. Mais là, il y a pas mal de choses à aller pêcher aussi, qui abordent tous ces sujets. Et alors, il y a des gens que ça intéresse parce qu'ils se passionnent et puis ils explorent ça petit à petit. Alors, j'essaie toujours de présenter, si vous voulez, toutes ces informations
avec une double entrée possible, une entrée qui n'est quand même pas interdite aux patients, qui n'est pas formé, qui découvre, mais j'essaie de m'exprimer dans quelque chose qui n'est pas trop proche d'un jargon médical. Mais il y a aussi des infos pour les professionnels de la santé. Et bon, ben vous êtes, votre parcours, vous devenez une professionnelle de la santé. Dieu sait si le sommet est important pour la santé. Et donc, dans tout ça, il y a des infos pour vous, même si vous n'avez pas un diplôme de médecin. Pas Oui, encore. mais pour le coup, non, c'est vrai. Mais pour le coup, en toute humilité, pour avoir acheté votre livre Écosystème intestinal, effectivement, il y a quand même, c'est pas abordable, je trouve, pour un premier livre sur les intestins, je pense qu'il faut s'accrocher. Mais après, quand on a l'habitude avec toutes ces notions de microbiote et puis le fonctionnement des intestins, ça devient plus abordable. Je dis ça pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient curieuses de découvrir votre ouvrage. Ce livre Écosystème intestinal n'est pas, je trouve, moi, enfin, il y en a qui le font, mais moi, j'aurais jamais pu. C'est pas un livre qui se lit, c'est un livre où on va dans la table des matières quand on veut comprendre plus à fond un sujet donné. Et on va piquer les informations et alors là, il y a un endroit. Des infos et qui restent valables 20 ans après, parce que c'est vraiment les bases, si vous voulez, de la physiologie, de la pathologie, de toute l'étude de l'écosystème intestinal. Alors depuis, vous imaginez, parce que moi, j'ai quand même fait un peu une œuvre de pionnier à l'époque. Pensez que j'ai commencé à écrire ça en l'an 2000. Est-ce qu'on parlait de l'intestin en l'an 2000? Non. On a l'impression que oui, mais je peux vous dire que non. Et maintenant, évidemment, ça devient tout. Et c'est vrai que, bon, j'insiste, hein, quand l'intestin va, tout va. C'est un super mot de la fin. Voilà. Georges Mouton, merci infiniment. Merci à vous. Pour ce temps et puis pour tous vos partages. Oui, Goliath vous remercie. Il a eu une belle promenade. Et il a quand même pu faire ce qu'il voulait, hein, aux grandes dames de vos auditeurs, mais bon, voilà, il faudra bien qu'il fasse avec. Oui, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.